Imaginez vous rejoignez une nouvelle équipe de design. Tout semble parfaitement organisé. Les couleurs, la typographie, les composants, il y a un guide pour tout. Et pourtant, après quelques semaines, vous réalisez que personne n'utilise vraiment ce fameux design system. Les boutons sont différents, les marges aussi, et puis le chaos s'installe. Le design system, ce grand allié censé simplifier vos vies, peut parfois devenir votre pire ennemi. Est-ce qu'il rend vraiment le travail plus fluide? Ou est-ce qu'il crée plus de rigidité qu'il n'en résout? Bienvenue dans Ikari Talks, le podcast où on explore les vrais défis du design et sans filtre. Ici, on parle de créativité, de stratégie et surtout de l'humain derrière les pixels. Et pour cet épisode 2, on plonge dans un sujet qui fait débat. Les design systems simplifient-ils la vie ou créent-ils le chaos? Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Zogon, UX designer expérimenté, qui a accompagné plusieurs entreprises dans la mise en place de leur design system. Hello Daniel, bienvenue dans Ikari Talks. Hello Rhiannon, merci de m'avoir invité. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aime toujours commencer par une petite question personnelle. C'était quoi ton tout premier design? Celui que tu as vu et où tu t'es dit waouh, ouais, j'assume. Donc, je parle de tes tout premiers designs. Quand tu commençais encore ta carrière de designer. Ok, la toute première fois que je fais un travail et que je me rends compte que c'était waouh, c'était un billet d'invitation que je réalisais pour l'anniversaire dans la famille. Et le contexte, c'est comment mon oncle organise la fête et il est chargé de gérer les billets. Donc, moi, je vois en fait comment est-ce il va dépenser et tout, et je me dis, non, faut pas qu'il dépense pour cela. Donc, avant qu'il n'aille consulter un designer pour le faire, je fais quelque chose de très rapide comme ça avec la machine. Je me souviens même à l'époque, c'était avec Word et Paint, avec les deux là que je travaillais à l'époque, vraiment. Une fois que cette carte, elle a été faite, elle a été appréciée finalement, c'est elle qui a été imprimée. On a économisé de l'argent. Je me suis dit, waouh, en fait, j'étais trop contente du travail, surtout, vu comment les membres de la famille l'appréciaient et tout. J'étais vraiment contente. Ok, et est-ce que tu le montrerais aujourd'hui, ce design-là? Déjà, si on te disait publie ça sur LinkedIn, est-ce que tu pourrais le montrer? Oui. Malheureusement, je ne l'ai plus, mais s'il y a une possibilité de publier ça, j'allais publier quand même. C'est vrai que ce n'était pas waouh, comparé au design aujourd'hui, ce n'était pas waouh, mais c'était bien quand même pour cette époque-là. Ok. Du coup, on peut entrer dans le vif du sujet. On entend souvent que le design system, c'est une sorte de solution miracle. Je mets ça vraiment entre guillemets. Du coup, avec le design system, on avancerait dans beaucoup plus de cohérence. On serait plus rapide, on aurait une collaboration un peu plus fluide. Mais au fond, pourquoi autant d'entreprises sont-elles lancées dans cette course à la systématisation, s'il faut le dire comme ça? Est-ce que c'est une mode venue des géants comme Google ou bien Apple? Ou est-ce une vraie réponse à la complexité des produits modernes? Je dirais que ce n'est déjà pas une mode. Le design system, c'est un outil stratégique. Donc, il ne faudrait surtout pas se lancer et adopter le design system dans ses pratiques quotidiennes en suivant juste une entreprise. Si on reste dans le cadre de Google, Apple, que tu as cité, je n'ai pas travaillé dans ces équipes lorsqu'elles ont adopté le design system, mais on peut quand même s'imaginer les problématiques qui ont poussé ces géants à créer des design systems et à les maintenir. Lorsque je regarde par exemple Apple, ils ont un gros souci au niveau de l'expérience utilisateur et c'est pour cela que c'est le centre
de leurs recherches et l'objet de tous leurs travaux. Pour une entreprise comme Apple, qui a plusieurs plateformes et qui veut centraliser l'expérience utilisateur, il devient très, très, très évident qu'il faut qu'il puisse avoir une réglementation à suivre. De sorte que lorsque leur utilisateur est sur une watch, sur un téléphone ou sur un ordinateur, qu'ils aient l'impression qu'ils sont dans le même écosystème. Et je pense que ce souci est partagé aussi par Google et par tous les autres écosystèmes qui se mettent sur pied. Donc, en résumé, pour sortir de la question, je dirais tout simplement que les entreprises vont vers les design systems lorsque elles ont des problèmes et elles ont trouvé que le design system comporte des solutions à leurs problématiques. Ok, ça c'est bien noté. Les design systems sont là pour uniformiser, standardiser et faire évoluer les produits d'une entreprise. Mais dans ton quotidien de UX, UI designer, partant du principe où soit tu travailles en solo ou en équipe, tu te dis, ok, là on a besoin d'un design system. Là, j'ai besoin d'un design system. Parce qu'à la fin de la journée, le design system, c'est une initiative. Ça va dépendre du produit, ça va dépendre de la vision. Et je dirais aussi que ça dépend, même tout cela dépend de la vision, parce que si une entreprise a pour objectif d'aller plus rapidement, je prends le cas comme Linéa, celui qu'on connaît tous, Linéa qui a dit, nous n'avons pas besoin d'un design system, un style guide nous suffit. Si je prends leur exemple, on se rend compte que au quotidien, en fait, on va dire qu'on adapte en fonction des objectifs de la boîte. Linéa est une start-up et eux, leur but, c'est itérer. Ils veulent itérer rapidement, tester rapidement. Et le temps de maintenir un design system, pour eux, c'est trop lourd. C'est pour cela que eux, ils préfèrent travailler avec un UI Kit tout simplement et avancer avec cela. Du coup, s'il faut repartir sur ces points-là, selon toi, on se focalise beaucoup plus sur la vision de l'entreprise. Donc, si on veut mettre une très bonne base, on veut un produit très custom, on peut mettre un design system sur pied. Ou bien, si on veut vite aller, on peut utiliser un UI kit. Mais du coup, on parle de design system encore et encore. Mais à la fin de la journée, c'est quoi un bon design system selon toi? On devrait plutôt demander, est-ce que ce design system, finalement, ça marche pour toi? Ça marche pour votre boîte ou ça ne marche pas pour vous? Pour moi, c'est ça, en fait. Le design system, en vrai, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, le plus important, est-ce que ça marche? Vous avez eu un problème dès le départ qui vous a amené à faire appel au design system dans votre pratique quotidienne. Est-ce que ça marche? Est-ce que le design system est en train de résoudre votre problème? Donc, bon, si le design system n'est pas en train de résoudre les problèmes que vous rencontrez en interne, pour moi, c'est un mauvais design system. Ou bien, soit c'est un mauvais design system, soit vous avez une mauvaise approche du design system. Bon, je dirais quand même, pour ajouter à cela, que un bon design system devrait quand même, en plus de servir les objectifs de la boîte, ça devrait évoluer. On ne devrait pas juste faire et puis s'arrêter à cela. Oui, exactement. Le design system doit évoluer. Il doit grandir, il doit être scalable. Mais généralement, dans ce processus d'évolution, on va se rendre compte d'un truc. Il y a beaucoup d'équipes qui se retrouvent après quelques 2-3 mois, un an, avec des design systems qui sont comme des usines à gaz, qui ont implosé sur eux-mêmes et qui deviennent difficiles à maintenir ou qui ne sont plus utilisés dans certaines parties du design. Donc, en parcourant un peu peut-être le fichier Figma, on va se rendre compte qu'il y a des couleurs qui ne sont pas enregistrées dans le design system ou bien plusieurs variantes du même composant qui sont utilisées à plusieurs différents endroits. Donc, il y a un peu ce capharnaüm qui se crée là. Et selon toi, de ton point de vue, de ton expérience,
Qu'est-ce qui fait qu'un design system finit par générer plus de problèmes parfois qu'il n'en résout? Le design system, une fois qu'on comprend qu'il est là pour résoudre des problèmes, euh, on crée un flow qui va permettre que ce design system puisse nous permettre d'avancer et d'aller plus rapidement. Euh, je vais prendre le cadre de la créativité. Plusieurs personnes disent que le design system limite leur créativité. Si tu remarques, si tu regardes au fond, tu analyses, tu vas te rendre compte que ceux qui en arrivent à cette conclusion sont ceux qui ont eu l'habitude de créer le design system puis de l'utiliser. Moi, je conseillerais plutôt le chemin inverse, c'est-à-dire tu itères d'abord, tu crées et une fois que tu es satisfait avec une solution, c'est là où tu l'automatises et tu essaies d'utiliser cette solution pour ton design system. Ok. Ok. Et puis, il y a aussi un débat vraiment sur la créativité lorsqu'on parle de design system. Parce que le design system, il est là pour standardiser certains composants, du moins les boutons, les couleurs. Et il y en a d'autres qui disent que le design system étouffe l'innovation. Donc, ils ont l'impression d'être réduits à assembler des blocs qu'on a déjà fabriqués. Euh, Est-ce que c'est une limite réelle ou est-ce une mauvaise interprétation de ce que c'est un design system? Euh, je penche plus pour le fait que ce soit une mauvaise interprétation de ce qu'est un design system. Un design system, comme je l'ai dit depuis le départ, c'est un outil qui est là pour résoudre des problèmes. À partir du moment où l'outil devient le problème, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ouais. Et déjà, si un outil peut aider plusieurs entreprises et qu'à ton niveau, l'outil devient le problème, ça veut dire que soit le problème c'est toi, soit il y a un problème entre l'outil et toi. Yeah. La réalité, c'est là. Et euh, dans notre cas, cette question qui pose revient en fait à ce que on a un peu expliqué précédemment, dans le sens où le design system ne vient pas limiter la créativité. Le design system, c'est pas les box, c'est pas les éléments qu'on vient, les formes qu'on vient juste empiler, et on garde. Le design system, ça se crée après. Prenons notre exemple. Plusieurs personnes veulent créer des composants quand ils démarrent un produit. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est là où ça limite véritablement la créativité. Parce que si tu définis déjà comment les cartes vont être avant d'avoir même créé le produit, c'est normal que quand tu vas lancer les travaux sur le produit en utilisant les cartes là, quand je te rends compte, la carte-ci, avec un arrondi de 8 pixels, ça ne marche pas. Il faut qu'on puisse passer à 16 pixels vu l'espacement que j'ai avec la précédente carte. Donc, je ne peux pas. Tu vois, visuellement, 8 pixels ne passent pas. À ce niveau-ci, tu vas être contraint parce que on a dit c'est le design système, donc tu vas seulement obliger. Ça, c'est parce qu'on a d'abord créé le design système avant de commencer à l'utiliser. On devrait d'abord itérer. C'est-à-dire, on fait d'avoir une version de produit. Une fois qu'on a fini cette version-là, on va à l'intérieur de cette version. Maintenant, on pioche ce qui a fonctionné, ce qui a marché, qui peut maintenant nous servir à passer à la prochaine étape. C'est ça qu'on prend et qu'on automatise. C'est-à-dire, on transforme en élément qui va être réutilisable. Tu vois un peu. Du coup, la créativité, c'est pas utiliser un design system qui existe déjà, c'est commencer avec un design, pas commencer avec créer d'abord l'expérience utilisateur, du moins le produit, les interfaces et basé sur ces interfaces-là, dériver un design system. Oui, dériver des éléments. C'est vrai que j'ai Bon, allant sur les composants. Allant sur les de composants. tel système-là. Oui, parce que là, dans le cas, si on parle bien de composants, oui, oui, là, c'est bien résumé. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de design system clé en main. Donc, je classe dans la catégorie de ces design system, Atlassian, en design.
Et puis, on a de l'autre côté aussi des UI kits. Est-ce que toi, ça t'arrive d'utiliser soit des design systems déjà prêts ou bien des UI kits? Euh, Ça m'arrive d'utiliser les deux. Là, j'utilise beaucoup plus pour des projets clients parce que généralement, les clients ont des délais très resserrés et Mhm. ils n'ont pas assez de temps pour qu'on puisse mettre en place un UI kit personnalisé. Je passe simplement du UI kit, je suis même au niveau des design systems. Très souvent, ils n'ont pas ce temps-là. Donc, du coup, merci vraiment à tous ceux qui créent les UI kits pour les designers parce que ça nous aide Énormément. à Mhm. sur les travaux des clients. Maintenant, quand on se réfère au design system, vraiment le design system complet, tel que Material UI, là, Material UI devient une bible et une référence lorsque je suis en train de créer déjà un UI kit. Et si on est maintenant au niveau même du design system, ça devient toujours une référence parce que là, on va aller apprendre la règle pour personnaliser. Je prends l'exemple de la typographie. La typographie, Mhm. tu sais, la typographie sur Android n'est pas la même que sur iOS. Mhm. Et c'est un produit qui va être déployé sur Android, sachant que c'est Google qui détient Android. Pourquoi je vais me casser alors qu'ils ont déjà fait tous les tests d'accessibilité Mhm. nécessaires? Donc, il n'y a plus qu'à choisir une police. Maintenant, les configurations, je peux me baser sur les configurations que Material propose. S'ils me disent, par exemple, que les titres sont à 17 pixels et qu'ils ont testé ça, cette accessibilité, que ça a marché et que ça continue de marcher, ça me facilite le travail. Je ne vais plus aller me casser la tête à gauche et à droite et tout parce que je sais qu'ils ont testé. Oui, justement, ces design systems tout près là font gagner un temps fou. Parce que tu ne vas plus recommencer de zéro, tu commences déjà avec une base qui est déjà là et avec laquelle tu peux commencer à travailler. Mais dans la pratique, est-ce que ces design systems-là n'uniformisent pas un peu trop les produits? Est-ce que, à force d'utiliser les design systems sur, bon, les design systems déjà prêts, sur des produits clients, est-ce que on ne tue pas un peu la singularité des marques pour laquelle pour lesquels on travaille du moins. Forcément, ça va perdre la singularité parce que un UI kit, déjà un designer peut utiliser le même UI kit pour 3 ou 4 projets. Imagine alors que le même UI kit est utilisé par 500 designers et que chaque designer va designer 5 sites ou 5 SAS avec. Imagine un peu. Donc, Justement. c'est normal que on va avoir visuellement beaucoup de similitudes. Bon, Ouais. maintenant après, c'est aussi notre travail de designer de d'éduquer ceux avec qui on travaille, d'éduquer aussi nos managers et de leur montrer les avantages à personnaliser des UI kits et aussi à bâtir des design systems. C'est ça. Il y a des clients avec qui, ça dépend vraiment du mindset du client. Il y a des clients avec qui tu parles du UI de l'avantage de personnaliser Mhm. et autorise que tu puisses avoir donc du temps, tu planifies du temps par rapport à cela. Surtout les clients qui ne sont pas trop pressés, qui eux-mêmes aussi sont très rigoureux avec leur travail. Ils vont te donner cette possibilité d'avoir d'abord un temps où tu mets en place ton environnement comme le développeur, où tu prépares donc ta boîte, ton kit et tout. Mhm. Tu personnalises et il valide, tu travailles avec. Vous êtes gagnant-gagnant, il est content. Lorsque on démarre un projet, ça permet d'aller vite, mais il faudrait quand même que chaque personne qui porte un produit puisse s'arranger à ce que plus tard, il puisse personnaliser pour se différencier. Si dès le départ, il n'a pas les moyens de personnaliser. Yeah, I get the point. Et puis, un de mes design systems préférés, c'est celui de Uber. Ils appellent le design system base. C'est vraiment mon must. Et un UI kit aussi que j'aime beaucoup utiliser, c'est
celui de Châtienne. Ça te permet vraiment d'aller super vite en termes d'intégration, que ce soit design, que ce soit front-end. Et de ton côté, pour toi, quel est l'un de tes meilleurs design systems slash UI kit que tu utilises au quotidien? J'ai le UI kit j'ai l'accès complet, l'accès à vie au design Mhm, system de Untitled. Donc, mhm, c'est normal que j'utilise euh, beaucoup plus mhm, Untitled. Et après aussi, tu as le design system de Tailwind qui est disponible aussi dans la communauté Figma, que j'utilise mhm, beaucoup aussi et que je conseille, je recommande même aux juniors qui commencent parce que c'est très simplifié. Mais ouais, vraiment, c'est vraiment très, très simplifié. mhm, Après aussi, pour un junior, je recommanderais aussi le design système de Brainly. Parce que mhm. Brainly t'explique, il détaille vraiment le DS et c'est facile même de prendre en main. D'accord. Donc, oui, disons ces trois-là. Je tourne autour de ces trois. Ah, d'accord. Du coup, on va ajouter en description tous les liens des design systems qui ont été mentionnés durant le podcast. Et puis bon, prenez la peine. Si vous avez un peu de temps, parcourez la doc. Et oui, pourquoi pas, si vous êtes un junior, tombez amoureux de votre premier design system. Ok, maintenant avec l'arrivée de l'IA, l'automatisation, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup plus d'outils qu'avant. Il y a les Figma Variables, il y a Token Studio, il y a des plugins Figma vraiment qui automatisent le processus de création du design. Je pense qu'il y en a un qui est devenu très populaire dernièrement, Figma. Donc, Figma. On s'approche d'une nouvelle génération de design system. Donc, peut-être plus intelligent, plus autonome. Mais toi, en tant que designer UX UI qui utilise ces outils ou pas encore, ou qui teste ces outils ou qui les a testés déjà, comment est-ce que tu vois le futur du design system? Je pense qu'avec l'IA, on va encore gagner en temps Mhm, et on va encore gagner en efficacité et aussi en collaboration avec les développeurs. Parce que si je prends, enfin, je vais partir sur la base des problèmes que moi je rencontre et que j'aimerais que l'IA puisse venir apporter une réelle révolution. mhm, Lorsque nous travaillons généralement sur des produits et qu'il faut faire le design hand-off, passer la main aux développeurs, mhm, il faut savoir encore pour faire la documentation des composants, c'est-à-dire donner les contextes, dire, OK, ici, ce composant-ci, il est utilisé sur ce fond-ci, dans ce cas. Il est mhm. utilisé sur l'autre fond, dans ce cas. Ce travail-là, on le néglige, mais c'est énorme. Donc, pour moi, Ouais. si je peux y arriver au niveau où lorsque je finis les interfaces et que je veux passer aux développeurs, ils s'occupent de me générer la documentation contextuelle. Alors là, moi, je serais déjà trop C'est magnifique. satisfait. Je Euh, crois aussi que l'IA donne plus de pouvoir aux designers parce que nous sommes dans l'ère où les gens sont de plus en plus impatients, où ils veulent des designers rapides. Avec l'IA, on travaille plus rapidement et on livre plus rapidement. Ça donne un super pouvoir au designer. Le designer aussi qui, tu vois, si tout à l'heure, je parlais d'accélérer davantage la collaboration. Parce que plus on ira dans le monde où l'IA accélère la collaboration, plus le designer aura le pouvoir de contrôler même jusqu'au code avant que le code puisse être déployé. Si on a des systèmes comme ça, tu vois que le designer il va continuer à devenir plus puissant que ce qu'il est aujourd'hui. yeah. Exactement. Donc, à la fin, tout revient à l'humain, disons, les designers, les développeurs, les équipes produits et tout ce beau monde. Et Mhm. un design system, en réalité, n'a que de valeur s'il y a les gens derrière qui l'utilisent bien, qui savent dire que, OK, on va dériver un design system, comme tu disais plus tôt, on dérive un design system de notre produit pour passer à une version 2. Si tu devais donner un seul conseil à une équipe
qui veut construire, disons, construire de zéro, améliorer son design system, ce serait lequel? Euh, je dirais créer d'abord, automatiser ensuite. Ça c'est très profond. Et c'est surtout un conseil pour ceux qui veulent commencer leur design system ou alors qui veulent maintenir celui qui est déjà là. Merci beaucoup pour le partage, Daniel. Merci aussi, Rhiannon. Je pense qu'on repart tous avec une vision plus nuancée du design system. En réalité, ce n'est ni un ange ni un démon, c'est un outil et tout dépend de la façon dont on le construit et on le fait vivre. Merci encore pour ton éclairage. C'était un véritable plaisir d'en parler. Et à vous qui nous écoutez, merci d'avoir suivi cet épisode de Ikari Talks. Si la discussion vous a plu, abonnez-vous, laissez un petit avis en commentaire et partagez-le avec un collègue designer ou un développeur qui se bat actuellement avec ses composants design. À très vite pour un nouveau débat autour du design et de la créativité.